Ce jour-là, l'humanité a redécouvert ses sentiments qu'elle avait oubliés depuis près d'un siècle. La terreur de n'être qu'une espèce dominée. L'humiliation de vivre enfermé dans un enclos, comme du bétail. Il y a des œuvres qui vous forgent, des œuvres qui créent ce que vous êtes, qui résonnent en vous. On a tous une œuvre comme ça, et on peut en avoir plusieurs même. Quand j'étais petit, c'était Naruto, parce que l'œuvre m'a parlé sur beaucoup d'aspects. Le jeune garçon sans talent qui s'accroche à ses rêves contre vents et marées, qui grandit avec des idéaux plein la tête. Et ces jeunes adultes que je rencontre l'Attaque des Titans. Un ami me le conseille alors que nous sommes en plein confinement, et je regarde les 3 saisons de l'époque, presque sans m'arrêter. Jamais une œuvre ne m'avait happé à ce point. Les raisons sont multiples et je ne veux pas toutes les dire, et je pense que cela tient beaucoup à un personnage, Eren. Bien sûr, c'est le personnage principal, s'il n'était pas intéressant, l'œuvre aurait peu de chances de l'être. En l'occurrence, l'Attaque des Titans est excellente sur plein d'aspects, et Eren n'en est que le liant. Attention, c'est un très bon liant, un personnage très complexe, très bien écrit, qui porte l'histoire aussi bien qu'il a subi. Rien que ce personnage pourrait remplir des vidéos encore et encore. On va se contenter d'une thématique centrale pour lui et l'œuvre dans sa globalité. La liberté. Ah, et je vais préciser, je vais spoil sa grosse mère, et vous ne voulez pas que je vous spoil SNK. Le développement d'Eren peut se comprendre sans la toute fin de l'œuvre, et c'est en voyant la fin en animé que j'ai eu l'idée de cette vidéo. Je précise que je suis pas un expert de la philosophie, assez loin de là. Enfin, je me suis quand même pas mal renseigné, il y a toute une bibliographie en description. Si jamais je me suis trompé, n'hésitez pas à venir en commentaire me corriger, même si vous voulez parler de la vidéo en général. Bien sûr, j'en profite, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et moi je vous souhaite une bonne vidéo. Je vais tous vous tuer! Non! Je vais tous vous exterminer! Au cas où vous regardiez la vidéo sans connaître l'histoire, je vais faire un résumé exhaustif de l'œuvre, du point de vue du personnage principal. Durant la vidéo, je vais prendre en exemple des passages très précis sans faire une description de ce qui s'y passe. Donc encore une fois, si vous n'avez pas vu ou lu l'entièreté de l'œuvre, désolé, j'espère que vous serez pas trop perdu. L'Attaque des Titans se déroule dans un monde où l'humanité a été en partie exterminée par les Titans. Les survivants ont trouvé refuge entre d'immenses murs de 50 mètres de haut érigés par le roi des murs. On y suit les aventures d'Eren, un jeune garçon rêvant de liberté, et qui a vu sa mère se faire dévorer sous ses yeux suite à l'attaque d'un titan de 60 mètres qui perce les murs. Il se promet d'exterminer tous les titans et entre dans le bataillon d'exploration. Dans ses missions, il se rendra compte qu'il est capable de se transformer en titan et que d'autres de ses camarades en sont capables, mais eux ont pour but de détruire l'humanité. À la suite de péripéties, les personnages apprennent qu'ils sont en réalité des Eldiens, une ethnie capable de se transformer en titan, qu'il en existe d'autres à l'extérieur qui vivent dans des camps et que le monde entier veut leur extermination. Ils découvrent également qu'il existe 9 titans primordiaux capables de se transformer à volonté et qu'Eren détient l'assaillant et l'originel, capable, si possédé par un membre de la famille royale, de contrôler les titans et les Eldiens. Eren va également se rendre compte du vrai pouvoir de l'assaillant. Il arrive à avoir une vision du futur, où il se voit exterminer 80% de l'humanité. Luttant pour que cette vision n'arrive pas, il finit par se résigner, il abandonne ses amis pour ne pas les mêler à tout cela, et part pour son plan d'éradication. Il sera stoppé par l'alliance entre ses amis et leurs anciens ennemis, dans une bataille éprouvante. Eren est un personnage complexe dès le début de l'œuvre, on sent bien qu'il n'est pas tout à fait comme les autres. Il est loin du héros de shonen classique, plein de bons sentiments. Son but c'est d'exterminer, c'est la vengeance. À côté de ça, il a aussi un grand cœur, il souhaite protéger ses amis plus que tout, et compte sur eux et sa volonté pour gagner, ce qui ne suffit pas toujours dans l'Attaque des Titans. Sans déborder sur le reste de la vidéo, ce qui est intéressant avec ce personnage est également que l'on se centre d'abord sur lui dans la première partie de l'œuvre. On voit tout de son point de vue, on le connaît, on comprend ses souffrances, et on en sait autant que lui. Et dans la seconde partie, c'est l'inverse. Eren devient un étranger pour nous. Il en sait bien plus que tout le monde, ce qui nous le rend très énigmatique jusqu'à la toute fin de l'œuvre. La liberté est une notion majeure dans la philosophie, la sociologie, la politique et bien sûr l'art. On peut l'analyser elle-même selon 3 grandes notions, la politique, la morale et la métaphysique.
La notion politique dans les libertés est sans doute la plus simple à comprendre, ce sont les lois et objets physiques qui restreignent plus ou moins la liberté de l'individu. Plus un État possède de lois pour garantir la liberté individuelle, plus il sera libéral. Un État qui ne laisse que peu de liberté à ses citoyens est plus autoritaire et peut pousser à une révolte ou révolution. La notion politique est donc plutôt affaire de droit. De nombreux films s'emparent de ce sujet, quand ils parlent de prison ou d'esclavage par exemple. Les lois peuvent être aussi bien liberticides que porteuses de liberté. Les clauses du pacte social se réduisent toutes à une seule, l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté. Car premièrement, chacun se donnant tout entier, la condition est égale pour tous. Et la condition étant égale pour tous, nul n'a d'intérêt à la rendre onéreuse aux autres. D'après Rousseau, on aurait plus à y gagner qu'à y perdre. Il existe ensuite plusieurs formes de pacte social, plus ou moins contraignantes. Je pense notamment aux sociétés anarchistes dans lesquelles il y a une mise en commun des choix, des lois, une société où les individus choisissent collectivement les lois. Cela n'a rien à voir avec une société sans loi qui est une société anomique, pas anarchiste. La seconde que je vais traiter dans cette vidéo est la notion de morale. Pour Kant, la morale n'est possible que dans un monde où la liberté l'est également, car selon lui, un être libre peut choisir en toute liberté entre le bien et le mal. D'après Kant encore, seul un être moral peut être libre. La notion de liberté morale peut également se résumer dans la formule de John Stuart Mill, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Ce philosophe britannique du 19e siècle, pro-socialiste, pense que la logique libérale du marché ne permet de garantir les libertés individuelles. On ne peut pas être complètement libre si ce n'est au prix de la liberté des autres. C'est là que la morale ajoute un degré de complexité, car si vous décidez de vous-même de ne pas empiéter sur la liberté des autres, le faites-vous de vous-même ou êtes-vous prisonnier de votre morale? De nombreux films questionnent la liberté morale, c'est en grande partie l'enjeu des films Jurassic Park et World, explicités dans le premier par Ian Malcolm. Ce que vous appelez découverte, je l'appelle viol de la nature. Enfin, la notion de métaphysique de la liberté se questionne pour savoir si le libre arbitre existe ou si l'homme est déterminé ou non dans ses actions. Le déterminisme semble plus naturel au vu des animaux qui nous entourent. Le libre arbitre est assez difficile à démontrer, mais le rejeter en bloc relève du fatalisme. Cette notion est questionnée dans les scénarios relevant d'un élu ou d'une prophétie, avec donc des personnages qui seraient déterminés à de grandes choses. C'est aussi le cas dans des univers plus terre-à-terre et qui peut parler d'ascension sociale, ou encore des histoires de princesses chez Disney qui semblent enfermées dans leur déterminisme de princesses dirigées par le patriarcat. Ça touche également les prolétaires, la société capitaliste, n'en déplaise à Macron, n'a pas comme première vertu la liberté, mais l'asservissement au contraire. La droite, c'est une famille politique française pour laquelle le plus important, c'est sans doute la liberté. Oh oh, alerte au Google! Alerte au Google, les enfants! Si vous avez la liberté d'acheter un iPhone ou non, certains ont presque l'obligation de survie de le construire dans des conditions souvent dégueulasses. Ces trois analyses s'appliquent à l'attaque des Titans et Eren, et la notion de liberté dans le sens général est omniprésente dans les histoires qu'on nous raconte. C'est le cas des films qu'on l'on a déjà vu sur la chaîne. Le chapeauté veut récupérer ses vies pour être de nouveau libre de vivre ses aventures. Sans cela, la mort viendra le chercher. Il n'est donc pas vraiment libre de ses choix. Les enfants dans la nuit du chasseur se font priver de leur liberté par Powell et ils se rebellent contre lui. Dans Cyberpunk Edge Runner, les personnages sont écrasés par la société et le personnage principal n'a pas vraiment le choix que de s'améliorer tout le temps avec du chrome au péril de sa santé mentale. Bruce Wayne est enchaîné à la mort de ses parents et à l'univers de Gotham qui l'empêche pendant un moment de changer. Dans l'Empereur de Paris, lui donc n'est pas libre, il peut se faire arrêter à tout moment et est obligé de faire ce qu'il fait pour ne pas refinir en prison. Quand il tue Nathanael, il est censé l'arrêter, mais il le tue librement, ou sous l'emprise de ses émotions. Maintenant que nous avons bien défini les termes de ce dont nous allons parler, on peut se concentrer sur ces trois points de notre histoire et notre personnage principal. En avant toutes! La notion de liberté politique est très liée à celle de liberté d'indépendance, soit la présence ou non d'obstacles politiques physiques, en quelque sorte la loi. C'est les premières choses qui brident la liberté d'Eren. La politique est un cadre qui limite la liberté, dépendamment également du rang social. Eren est au rang le plus bas, il n'a que très peu de droits puis il évoluera dans l'histoire, plus il en acquiert, de la part des autres ou de lui-même. En philosophie, on oppose la nature et la culture, la notion de liberté n'échappe pas à sa dichotomie. On la divise en liberté naturelle et civile. Dans l'attaque des titans, la liberté naturelle est vue comme violente, et c'est le cas dans beaucoup de philosophies. Symboliquement, la liberté naturelle de l'homme non civilisé est représentée par les titans. C'est pour cela qu'ils sont mis en dehors de la société. Lorsqu'ils y rentrent, c'est pour accomplir leur instinct primaire de tuerie et de boucherie. C'est aussi pour cela qu'il y a une forte symbolique de la forêt qui est développée durant toute l'œuvre, et qui part du retour de l'état de nature de l'homme. La liberté dite civile, qui est développée durant toute l'œuvre, et qui parle du retour de l'état de nature de l'homme, est opposée à cette liberté naturelle. Il s'agit de la liberté donnée par la société qui reste celle de l'individu, pour la sécurité et le vivre commun de tous. Elle est elle-même divisée en deux catégories, la liberté formelle, celle que la société dit donner aux citoyens, et la liberté réelle, qui est donc la réalité des libertés. Mais l'œuvre d'Isayama n'est pas manichéenne, et ces deux libertés ont des côtés positifs, et bien sûr des côtés négatifs. La première subordination d'Eren est donc physique et politique.
Les murs et les titans l'empêchent de sortir et de visiter ce qu'il nomme le vaste monde. Et quand il peut le faire, quand il peut enfin sortir, il se rend compte que ce qui l'empêche principalement, c'est les dirigeants du mur, l'absolutisme du roi Fritz, mais ça, nous en parlerons plus tard. Nous n'avons aucun autre moyen de nous rebeller contre ce monde cruel et impitoyable. Hurlez votre rage, soldats! Montrez-leur notre détermination! Combattez jusqu'à votre dernier souffle! Une part non négligeable de la philosophie de la première partie de l'attaque des titans ressemble à celle de Carl Schmitt, juriste et philosophe nazi du XXe siècle. C'est également un système de pensée proche de celle des reines comme nous allons le voir. Il y a chez Schmitt une distinction très importante entre amis et ennemis. Schmitt jusqu'au bout de l'exigence. Distinction qu'Eren a toujours fait de manière presque naturelle et parfaitement binaire. D'abord les titans, puis les traîtres, le gouvernement, et enfin le monde. Pour vous faire subir la mort la plus atroce possible. Ok. Mais le personnage évoluera avec les livres, il comprend que ceux qu'il prenait unilatéralement pour des ennemis réalisent leurs actions pour survivre comme les habitants du mur. Le monde en noir et blanc d'Eren s'effondre pour devenir des nuances de gris, mais une chose ne change pas. Tous ses ennemis sont des entraves à sa liberté, même ceux qu'il arrive finalement à comprendre. Dans la pensée du juriste, pour influent en politique, tous les moyens sont bons. C'est également la pensée d'Eren, mais aussi d'Armin et d'Erwin, bref, du bataillon d'exploration en général. Prêts au sacrifice pour parvenir à leur fin, sauver l'humanité des titans. Et c'est là qu'il y a un schisme dans la seconde partie. Eren et Frock embrassent leur nature d'Eldiens et donnent le reste du monde en pâture aux titans. Le bataillon que l'on connaît continue de protéger l'humanité de ces titans, Eldiens ou non. Ah, il faut limiter autant que possible les pertes civiles, alors allez-y mollo! Est-ce que c'est compris, Flock? Je vois que des ennemis ici. L'ironie veut qu'Eren ait la volonté d'être le plus libre, et de se faire capturer de nombreuses fois dans le récit, le bataillon sacrifiant à chaque fois beaucoup de soldats pour le sauver, quelque chose qui lui pesait sur la conscience. Pour avoir enfin la liberté voulue, il déclenchera le grand terrassement, génocidant 80% de la population. Pour Schmitt, certaines décisions tyranniques sont essentielles, c'est le genre de décision devant lequel est Eren à la fin de l'œuvre. Laisser son peuple s'éteindre lentement, se faire exterminer, ou exterminer le monde pour le sauver. Aucune de ces décisions ne fait envie, mais dans le bataillon, on prend toujours des décisions difficiles, et on se questionne toujours sur le fait d'avoir fait ou non le bon choix. Le philosophe nazi dit également que l'homme est capable du meilleur comme du pire. Ce qui se voit dans toute l'œuvre, et notamment chez le personnage d'Eren, que l'on a appris à apprécier, que l'on a vu sauver ses amis à de nombreuses reprises, on comprend ses envies et ses traumas, et on arriverait presque à comprendre sa décision finale. Presque. Tu relèves plus jamais! Ok. Il existe également chez Schmitt et Eren une idée d'immuabilité de certains faits. Certaines personnes naissent riches, d'autres intelligentes, quelques-unes moches. C'est ce que dit Eren quand les premiers recalés de l'armée partent pour les terres défrichées. C'est la vie. Les faibles n'ont pas d'autre choix que de partir. Et c'est ce qu'il fait comprendre à Sig dans le chemin. Il lui montre qu'il a toujours été tel qu'il est. Il n'a jamais été endoctriné par son père. C'est assez étrange qu'Eren épouse également cette manière de penser, privant les gens de la liberté de changer, et s'en privant lui-même par la même occasion. Le parallèle entre la pensée politique de Carl Schmitt et Eren n'est pas absolu, notamment sur un point d'une extrême importance, la liberté. Schmitt est un des grands penseurs de l'antilibéralisme, dans le sens qu'on lui a donné au XIXe siècle, de restriction des libertés civiques et ou individuelles. Eren souhaite cette liberté, mais il se rend compte que dans le monde dans lequel il est, s'il veut être libre lui et ses amis, il doit priver le reste des sociétés de la leur, comme elles ont fait avec eux, ce qui le pousse au pire des actes. L'oppression, c'est la soumission d'un groupe à un pouvoir distinct de lui. Il y a de très nombreux exemples dans l'attaque des titans, tout simplement parce qu'il y a de très nombreux exemples dans notre monde. L'oppression est souvent liée à la propagande, ce qui est un ensemble d'actions exercées pour faire accepter des idées à une population. Et c'est ce qui se passe à Paradis pour la famille royale au travers de la modification mémorielle opérée par le 145e roi Fritz. La royauté utilise aussi les écoles et les cours d'histoire comme appui de son mensonge, et offre une fois par an une grande partie de ses réserves de nourriture à tout le royaume. Ça fonctionne même sur des personnages comme Eren, qui est donc victime de l'oppression et de la propagande Fritz au départ. C'est Annie, qui elle est extérieure à ce royaume, qui lui fait remarquer qu'il est absurde que les soldats les plus compétents soient ceux qui ont le choix de s'éloigner le plus des titans pour devenir la milice du roi. Ce qu'Eren sait dès le départ, cependant, c'est que l'oppression est une question de rapport de force. Ce sont les plus faibles qui sont oppressés. La première allégorie de l'oppression dans l'œuvre reste les titans. Une oppression autant physique, ils sont quasiment immortels, et mentale, il n'y a qu'à voir la terreur dont sont pris certains personnages juste en les voyant. C'est une figure de plus en plus déconstruite et qui opère même un retournement lorsque l'on a la révélation de la cave. On apprend que cet oppresseur est en réalité un oppressé, privé de sa liberté et de son humanité par son oppresseur. Dans l'attaque des titans, ceux qui se rebellent contre l'oppression en payent le prix.
C'est le cas d'Eren pendant l'attaque de Trost. Sa volonté de se rebeller face à l'absurdité du monde se solde par une mort métaphorique. Pareil, lorsqu'il se rebelle contre son oppresseur final, soit le monde entier, il finira tué par ses propres camarades. La liberté n'est pas compatible avec la sécurité. Le bataillon est l'armée la plus libre, mais la plus exposée. Carla et Hannes ne voient pas de problème à ce que leur liberté soit restreinte si ça assure leur sécurité et celle de leurs proches. Dans l'Aurore, Nietzsche dit que l'homme vénère la sécurité comme une déesse suprême, ce qui est l'antithèse d'Eren qui vit dangereusement et qui en accepte les conséquences. C'est lui d'ailleurs qui donne la première définition de la liberté dans toute l'œuvre. Depuis notre naissance, nous sommes tous des êtres libres. Ceux qui contestent et rejettent cette vérité ont beau être forts, ça ne change rien. Qu'il y ait une mer de feu ou une terre de glace là dehors, peu importe. Ceux qui ont eu la chance de voir ça, ce sont eux qui peuvent s'estimer les êtres les plus libres au monde. Donc la liberté d'aller où on veut, quand il veut, impossible à cause des diverses oppressions présentes dans l'œuvre. Pour autant, la rébellion est la seule issue pour lui. Renoncer à l'action revient à renoncer à la vie, c'est ce qu'il dit à Mikasa quand il la sauve des esclavagistes. Les oppressions ont comme but, notamment à l'aide de la propagande, d'arriver à l'aliénation des personnes. C'est Karl Marx qui popularise ce concept et qui le définit comme « être rendu autre à soi-même ». C'est l'aliénation qui permet de normaliser l'oppression. Les titans sont vus comme des éléments naturels par les habitants des murs, en réalité ils sont des créations d'oppresseurs, les Mars. C'est la terreur, la peur qui permet l'aliénation, se traduisant par la perte de réflexion et d'agentivité des personnes. Les premiers symboles de l'aliénation restent les grands murs qui séparent l'homme du titan. C'est un rappel visuel constant et qui bouche l'horizon, l'avenir des personnages. Les titans sont aussi ce symbole d'aliénation. D'abord ils aliènent les habitants des murs, puis l'on se rend compte qu'ils sont eux-mêmes des hommes et des femmes aliénés, privés de la liberté. Ils font partie d'un système oppressif dans lequel les aliens sont vus comme des démons, donc on peut les traiter comme tels. L'une des morales de l'œuvre reste de montrer que tout homme a des démons, tout homme est un monstre. Au début de notre histoire, l'aliénation des titans est trop fort pour nos héros. C'est Eren qui permet de renverser la vapeur. C'est sa volonté qui lui permet de se transformer et donc c'est sa volonté qui lui permet de résister à l'aliénation. Eren obtient et devient une puissance cathartique de l'oppressé qui se retourne contre l'oppresseur avec toute sa rage. Dans Les damnés de la Terre, Franck Fanon nous dit que la violence est nécessaire à l'émancipation. Eren ne peut s'opposer au monde que grâce à la violence. Il n'a que cette méthode pour recouvrer sa liberté. La première partie de l'attaque des titans peut être vue comme une lutte décoloniale utilisant une violence libératrice. Montesquieu nous dit dans l'esprit des lois, pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. La violence peut être légitime mais pas toujours acceptable. Dans l'attaque des titans comme dans notre réalité, il n'y a pas de bon choix à faire. C'est cette absence de choix qui emprisonne le personnage d'Eren à la fin de l'œuvre. Il dit lui-même ne pas avoir vraiment eu le choix de sa décision, toute étant mauvaise. Ce manque de choix est dû aux sociétés qui sont décrites comme mauvaises presque par nature chez Isayama. Les sociétés ne peuvent pas se comprendre, contrairement aux individus. Cette vision des sociétés est très empruntée à la philosophie d'Hobbes, philosophe anglais du XVIIe siècle. Vivant en pleine révolution anglaise, il réfléchit beaucoup sur l'État et particulièrement sur l'absolutisme. Pour lui, les conditions d'une vie stable en communauté consistent au renoncement par l'homme d'une partie de sa liberté au profit d'un souverain qui établit la paix civile. C'est ce que réalise le 145e roi Fritz qui prend la liberté et la mémoire d'une partie de son peuple pour les garder en sécurité dans son paradis. D'ailleurs, chez Hobbes, l'état absolu consiste en la création d'un dieu mortel, le roi. Il préfère un état tyrannique à une guerre civile vue comme un retour à l'état de nature, à la violence généralisée. Et lorsque le bataillon se rebellera contre le pouvoir, il se cachera justement dans une forêt. La première loi de la nature est de tout faire pour sa préservation. Eren est assez proche de cette idée. Lorsqu'il se transforme, il s'extirpe de l'état civil pour un état de nature. D'ailleurs, Eren va se rebeller contre la volonté du roi Fritz qui a bridé ses pouvoirs, et donc la possibilité de ses descendants de l'utiliser. Eren, en brisant les murs, va briser l'emprise du roi. Il casse ses barrières physiques et mentales. Hobbes décrit 3 causes de guerre, qu'Eren embrasse assez bien. La rivalité, qui se définit par la recherche du pouvoir pour assurer sa protection, celle de ses proches et de ses biens, qui correspond parfaitement à Eren. La méfiance découle de la menace des autres, ce qui pousse Eren à la résolution finale. Enfin, la liberté se caractérise par le besoin de reconnaissance, besoin que possède Eren, qui dans la première partie apprend à faire confiance à ses amis pour dans la seconde faire cavalier seul, omnubilé qu'il est par ses visions du futur et sa volonté de les protéger au mépris du monde. C'est ces guerres qui piègent Eren, qui n'a pas le choix de combattre. Cette idée d'absence de choix en dehors du combat est une idée proche du fascisme qui nous amène à la pensée d'Umberto Eco.
Eco est un philosophe italien du XXe siècle qui se tente à une description du fascisme dans ses œuvres. Dans l'Attaque des Titans, de nombreuses sociétés répondent plus ou moins à la description donnée par Eco. Ce dernier propose 14 points pour reconnaître le fascisme, qui pour certains résonne en RN. Nous avons d'abord le culte de l'action, qui est la devise d'RN, de continuer à avancer, de se battre encore et encore. Le monde a beau être un endroit terrifiant, ça ne change rien. Le monde a beau être profondément cruel, ça ne change rien. Battez-vous. 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 L'exploitation des frustrations individuelles. Celle de Frog notamment qui cherche une raison de sa survie lors de la bataille de Shiganshina, et qui se laisse convaincre que son devoir est d'aider Eren et sauver Eldia. Enfin la massification du peuple sous une volonté commune dont le leader est le représentant. Lui correspond également, bien que cela semble plus ou moins de sa volonté, disons que c'est nécessaire à son plan. Cette définition est remise en cause par un historien contemporain à Eco, Emilio Gentile, qui la critique pour son oubli de sa structure et de l'idéologie en elle-même. De plus, Gentile est contre l'idée de donner une essence unique au fascisme. Les sociétés décrites dans l'Attaque des Titans sont toutes assez proches des idées antilibérales de Schmitt, proches du fascisme. Schmitt étant, je le rappelle, un nazi. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont les mauvais rôles. Il y a cette idée d'ennemis intérieurs et extérieurs pour le monde des murs. Les ennemis extérieurs sont les titans, et ceux de l'intérieur sont ceux qui résistent au pouvoir, comme les Ackerman par exemple. Le fascisme se base également sur une dialectique du nous contre eux, deux populations irréconciliables. C'est ce que dit Eren à Armin et Mikasa lorsqu'ils s'entraînent au tir durant l'ellipse. On pourrait essayer de discuter, non? On pourrait organiser une sorte de table ronde avec Mar et lever le malentendu. Le malentendu? Oh. À quel malentendu tu fais allusion? Leur expliquer qu'on ne représente pas une menace pour eux. Le monde entier s'est forgé une opinion sur nous. On est des monstres qui se transforment en titans. Où est-ce que tu vois un malentendu? Enfin, il y a cette idée chez les fascistes d'apocalypse heureuse qui mettrait fin à la dialectique des races. Eren n'est pas un personnage raciste, c'est même plutôt lui qui en subit. Mais la fin de l'histoire nous montre un opprimé devenir oppresseur, dans cette idée que les Eldiens sont une métaphore contre nature à la fois des juifs et des nazis. La solution finale d'Eren ressemble à la solution finale des nazis envers les juifs, les tziganes, les homosexuels, les slaves. Déjà, dans le fait qu'il s'agisse dans les deux cas d'un génocide, l'imagerie déployée dans le grand terrassement d'écraser, brûler les gens, rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Le monde entier a privé Eren de sa liberté, alors il va se venger de la pire des manières, les privant de tout. Eren ne connaît que la violence, le monde ne lui a fait connaître que ça. Il n'a donc pas la liberté de faire autrement. Le meilleur moyen de gagner du temps, c'est de neutraliser nos opposants.